Donc, ici, vous avez l'application qui va dire n crochet x, et à l'arrivée, on arrive dans R2. Conséquence, espace de départ, base canonique 1, x carré, etc. Espace d'arrivée, R2, avec comme base canonique, 1, 0, 0, 1, tout simplement. Donc ça donne, si je bascule sur les contributions que j'ai reçues, alors pour l'exercice 1, donc base de départ, donc ici, 1 x carré x puissance n, donc là rien de bien sorcier. En dessous, alors, les personnes avaient écrit base d'arrivée R2. Alors non, ça c'est pas la base. La base, c'est ce qui est à côté, c'est 1, 0, 0, 1. Donc l'espace d'arrivée, c'est R2. Ensuite, alors, on admet, je vais me rajouter ici à côté, faut que je mette juste un encadre de texte, je recale juste après. Hop, bougez pas, je le replace. Voilà. Ici, là, inarrêté, on l'admet. Bien sûr, là, on ne détaille pas. En revanche, en vrai exercice, ce sera à vous de la faire en entier. Donc ici, par rapport à la matrice, on calcule dans l'ordre f de 1, ensuite f de x jusqu'à f de x puissance n. Alors, les p de 1, etc., ça se calcule très facilement. Les petites intégrales, ça se calcule aussi assez facilement. On trouve à chaque fois des couples. Conséquence, là, c'était bien mis. Si on place... Zut, bien sûr, je me fais avoir. Si on place ici les bases pour l'arrivée, et si on place ici les bases pour les vecteurs images, on obtient la matrice assez facilement. Donc celui-ci n'est pas censé poser de soucis une fois qu'on a bien réalisé qu'on allait juste dans R2. Alors est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'attends 30 secondes. Ça a l'air bon. Donc je continue. Alors l'exercice d'après, je repasse sur l'énoncé. Alors là c'est en deux temps. Ah, je ne comprends pas comment on a eu les coef. Alors ici, alors, à chaque fois ce qu'il faut regarder, par exemple si vous regardez le, je vais l'entourer, tac tac, non plutôt comme ça. Si vous regardez le f de 1 ici, le f de 1 qui est 0,1, ici ça veut dire que la première colonne, c'est censé être les coordonnées de f de 1 dans la base canonique. Comme la base canonique de R2, elle est telle que les coordonnées sont les chiffres qu'on trouve dans le couple, première colonne, 0, 1. Ensuite, le 0,5, là, non, là c'est une faute de frappe d'ailleurs. Attention, je viens de le voir. Là c'est un 1, mais là c'est pas un 0. Là c'est un tac. Alors il faut que je le déplace au bon endroit. Hop, ici c'est pas un 0, c'est juste un petit 1. Tac, là comme ça, c'est un tout petit peu mieux. Donc, le calcul des coefficients, le calcul des valeurs ici, c'est juste, on dérive en évaluant 1, et ensuite les intégrales, on les calcule à la main, et après on reporte les chiffres. Est-ce que ça va à peu près, ou est-ce que c'est toujours pas clair? Ok. Alors, pour l'exercice suivant, donc un peu plus qui va fonctionner dans le temps, il y a une première question qui finalement est plus espace de dimension finie. On est avec des fonctions. Donc cette fois-ci, les objets, ce sont des fonctions. Espace vectoriel de fonctions. Attention, a priori, pas en dimension finie. C'est pour ça qu'il y a une première question où on choisit comme espace grand E l'espace vectoriel engendré par 4 fonctions bien précises qui sont données. On veut une base et la dimension. Alors, petite première remarque, espace engendré par 4 fonctions, famille génératrice finie, espace dimension finie. Ou bien la famille est libre, c'est un petit peu ce qu'on escompte, et la dimension c'est 4, ou bien, ça peut arriver, la famille n'est pas libre, et donc la dimension est inférieure. Ici, on passe au petit calcul. Alors, je redescends un petit peu. Hop. Donc, la famille génératrice. Donc ça c'est bon, mon tronc est libre.
Alors, pensez bien à poser ce que vous faites, même si c'est effectivement un peu toujours la même chose, bah, faut quand même bien le poser comme il faut, parce que le correcteur, quand il vous verra le faire, bah, il saura pas que, enfin, il s'en doutera, mais pour lui, ce sera la première fois. Donc, on fixe les lambda, on suppose l'égalité égale 0, on veut montrer que les lambda sont nuls. Bon, là, c'est classique. Ici, alors dans les deux groupes, ils sont partis là-dessus avec pas forcément les valeurs, mais le principe est le même. On prend des valeurs de x. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tac, comme ceci. Ensuite, alors, très honnêtement, j'ai un peu survolé le système. Là, à mon avis, je sais pas, il y a dû y avoir un peu de bluff dans l'histoire. Mais honnêtement, là, on va dire que je m'en fiche un peu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, bah, après, c'est à vous de faire gaffe dans les calculs, et puis si on va pas non plus trop s'attarder sur un calcul de système comme ça. Et aussi parce qu'en vrai, j'essaie un petit peu de blanc, on peut être un tout petit peu plus malin que poser 4 valeurs. Ici, typiquement, il y a plein de choses possibles. On va l'écrire en dessous, j'ai laissé un peu d'espace. Lorsque vous voulez montrer qu'une famille de fonctions est libre, petit rappel, on peut aussi faire des limites. On peut faire de la dérivation, vu que ça c'est pour tout x, vu que la limite au-dessus est pour tout x, et ensuite faire des limites ou des valeurs. Donc par exemple ici, on va faire deux possibilités. Tac, je vais prendre ça. Je laisse juste en haut la fonction. Donc autres idées. Alors par exemple, j'avais dit quoi? Limite. Si par exemple vous prenez x qui tend vers moins l'infini, dans la relation du dessus, je dis bien moins l'infini, les exponentielles, l'exponentielle, le x exponentielle x et le lambda 3 exponentielle x, ils vont tendre vers 0. Le lambda 1, il va tendre vers une constante, c'est-à-dire lambda lui-même. En revanche, si on regarde le lambda 2 fois petit x, si on regarde le lambda 2 fois petit x, si lambda 2 n'est pas nul, ça tend vers moins l'infini. Ce qui fait qu'on a directement une absurdité. Si lambda 2 est différent de 0, c'est absurde. Conséquence, lambda 2 vaut 0. Et qui plus est, une fois qu'on a lambda 2 égale 0, avec la même limite, vu que le côté gauche, en haut là, que je suis en train de montrer avec le curseur, tend vers lambda 1, et vu que du côté droit on a 0, on a aussi dans la foulée lambda 1 qui vaut 0. Et ça simplifie beaucoup le problème, parce qu'en une seule opération, on a déjà deux constantes. Donc on va juste écrire ce petit truc là, et après, une fois qu'il n'y en a plus que deux, il suffit de dire qu'ils ne sont pas proportionnels, et c'est plié. Donc, autres idées, limite 1, si x tend vers moins l'infini, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, ici, bougez pas, je reprends le curseur. Lambda 3 exponentielle x, oula, je recommence. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est bon. Peut-être que j'ai trop... Hop, hop, lambda 3, non, c'est bon. C'était un petit bug. Alors, lambda 3 exponentielle x plus lambda 4 exponentielle x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc, on a deux possibilités. Si lambda 2 tend vers 0, on a une absurdité, parce qu'on a du... Alors, je vais mettre entre gros guillemets. On a du côté gauche une limite infinie, et du côté droit une limite nulle. Donc, on arrive au petit 2. D'ailleurs, du coup, mon petit 1, il n'est pas très pertinent. Je vais l'effacer. C'est juste un exemple à l'absurde. Donc, si on a ceci, on a l'absurdité. Donc, lambda 2 égale 0. Première chose qu'on peut souligner. Ensuite,
Si on complète un petit peu, puis le côté gauche, donc lambda 1 plus 3 petits points, tend vers lambda 1. Donc lambda 1 égale 0. Et ensuite, bah facile quoi. Parce qu'on a tout simplement deux fonctions non proportionnelles. Est-ce que pour cette petite feinte, il y a des questions? Est-ce que c'est bon le truc? Pareil, j'attends une dizaine de secondes. Ok, ça a l'air bon. Alors, là, ça va être conclure. Après, autre possibilité, donc je vais le dire au passage, juste en rappel. Ça c'était... Qu'est-ce que... Faut que je descende un petit peu ça. Tac. Ou bien, autre possibilité, dériver avant de. Faire une limite. Ou d'évaluer. Ah, il me refait le même petit bug. J'ai dû mettre un peu trop... J'ai un peu trop poussé la sensibilité du stylet, je pense. Faudra que je essaie d'ajuster. Alors ici, par exemple, si on dérive avant de faire limite ou d'évaluer, bah, ça peut permettre notamment de tout de suite faire disparaître le lambda 1. Et donc au lieu de 4 inconnus, bah, on n'en a plus que 3. Alors, c'est pas forcément le truc du siècle, mais on ne sait jamais, ça peut aider. Est-ce que... Là-dessus, je continue. Alors, étape d'après, je remets l'énoncé, puis après je reviens sur cette partie-là. Dans l'énoncé, non, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc, ensuite, on a une application... Oui, c'est bon. Je suis en train de dire, mince, on n'a pas fait la conclusion. Donc oui, ici la conclusion, famille libre, génératrice, donc espace dimension 4, etc. On est content, on a gagné. Question d'après. Donc cette fois-ci, on a une application définie sur grand E. Donc ça, c'est important. Et cette application définie sur grand E, c'est une fonction petit f associée à f'. On veut montrer que U est un endomorphisme de grand E et déterminer sa matrice. Attention, là, les deux groupes sont passés à côté d'un truc. Ce que j'ai eu, c'est on a bien une application linéaire de E dans E, ainsi U dans les deux E, et puis après la matrice. Alors, il y a deux choses. Déjà, les calculs là, ils sont un petit peu cachés. Alors, les deux groupes ont mis la matrice directement. Alors, les valeurs, je pense que j'ai l'impression qu'elles étaient bonnes à vue de nez, donc ils ont dû faire les bons calculs, mais c'est peut-être un chouïa parachuté. Ensuite, il y a un gros aspect qu'il ne faut pas zapper. C'est là. Pour ce truc-là. Non, c'est l'autre sens. Attention, le fait que l'application soit alors dans grand E, faut pas bluffer. Ici, a priori, on part d'une application qui est une combinaison linéaire, je remets l'énoncé, on part d'une combinaison linéaire de ces quatre fonctions f1, f2, f3, f4, et donc vous êtes censé, c'est pas long, mais vous êtes censé justifier que, à l'arrivée, toute image de petit f par l'application U sera aussi toujours une combinaison linéaire de f1, f2, f3, f4 pour dire qu'elle reste bien dans grand E.
Donc ce truc-là, ça fait partie de l'exercice, faut pas le zapper. Ici, concrètement, ça peut aller très très vite, hein. Donc on va compléter. Pareil, j'ai laissé un peu de place juste en dessous. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Donc on commence, avant de conclure sur l'aspect endomorphisme, sinon c'est écrit défini sur E. Ah bah oui, bien sûr. Quand on dit qu'une application est définie sur un ensemble, ça veut dire que c'est seulement son de départ. Donc là, attention, non, il faut bien le dire, hein. Donc ici, je reprends mon crayon. Donc pensez à justifier U à valeur dans E. Alors la petite technique, c'est un peu comme ce qui était dans les exercices types et qu'on a réutilisé. Si on a au départ une famille génératrice F1, F2, F3, F4, les vecteurs images de ces fonctions vont donner une famille génératrice de l'image. Donc symboliquement, oh là là, pourquoi C'est bizarre, ça ne me le faisait pas ce matin sur l'autre truc. Voilà. Donc l'image de U, c'est l'espace vectoriel engendré par U de F1 jusqu'à U de F4. Conséquence, on calcule, donc au niveau de la méthode, j'écris en encadré, ici. Donc on calcule les images vectorielles à la base de départ, et on vérifie que ces images sont en grand E, et entre parenthèses, pour faire ça, ça revient à dire que ce sont bien des congénères de F1 jusqu'à F4. Donc, au niveau du calcul, on va faire ça rapidement juste en dessous pour l'un des deux par exemple. Donc si on calcule ici U de F1, alors attention, au niveau des notations, voilà, c'est un petit peu les choses formelles, un petit peu lourdeau des compagnies. La fonction F1, c'est la fonction, où est-ce qu'elle est? Je l'ai énoncée, c'est la fonction constante de valeur 1. U de F1, c'est une fonction qui a x associé quelque chose. Donc U de F1, c'est la fonction qui a petit x associe 0. Ensuite, si on fait le même genre de calcul, U de F2, c'est une nouvelle fonction, et donc U de F2 de petit x est égal à 1. C'est deux manières alternatives d'écrire le même genre de choses. Là, on écrit la fonction U de F1 sous la forme x flèche quelque chose. Là, on écrit U de F2 évaluant petit x qui est égal à 1. Alors, le calcul est instantané, hein, parce que bien sûr, la dérivée de x, c'est 1. Ensuite, U de F3, la dérivée exponentielle, c'est exponentielle. Donc U de F3, c'est F3. Et si on fait le calcul de U de F4 de petit x, donc je remets l'énoncé, on dérive x exponentielle x, on a donc du u'v plus uv', on se retrouve avec exponentielle x plus x exponentielle x. Conséquence, U de F4 tout court, on repasse en mode fonction, c'est égal à F3 plus F4. Donc ici,
Donc U de F1, c'était ceci, c'est-à-dire c'est-à-dire rien du tout, c'est la fonction nulle. Et ensuite, U de F2 de X, c'est égal à 1, c'est-à-dire U de F2, c'est égal à F1. Une fois qu'on a ça, on replace en coordonnées. Donc première colonne, je remonte un tout petit peu, comme ça, vous voyez l'écran. U de F1, application nulle que des 0. U de F2 est égal à F1. Donc, on a ça dans la matrice. U de F3 égale F3, donc on a ça dans la matrice. Et U de F4, c'est F3 plus F4, on a donc ça dans la matrice. Et au passage, on peut quand même bien répondre à la question. Je vais mettre une petite phrase de conclusion, puis après on aura fini. U de Fi appartient à grand I. Donc, pour tout F dans grand E, U de F tout court va rester dans grand E. Parce que si les images vecteurs de base sont dans grand E, vu que petit f est une combinaison linéaire des FI, U de F sera une combinaison linéaire des U de FI, et donc U de F va rester dans grand E. Alors attention, ce genre de truc, en vrai, il n'y a pas besoin d'écrire plus que ça, mais il faut quand même bien comprendre le mécanisme derrière. F, combinaison linéaire des FI, U de F, combinaison linéaire des U de FI. Comme les U de FI sont dans grand E, U de F est dans grand E. Je peux vous l'écrire juste en dessous, à côté, en couleur. Tac, tac. Donc ce que je viens de dire. F, CL, D, FI. Donc U de F, CL, D, U de FI. Donc on a un endomorphisme. Conclusion, on revient à l'énoncé. Et la matrice de U, facile à calculer. Et donc, hop, je vous renvoie à ce qui était au-dessus. C'est bon, j'ai complété ce que je voulais compléter. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? On peut justifier ça en calculant U de F avec F. Alors, on peut, alors du coup, Adam, je ne sais pas si c'est ça la question, si vous écrivez F égale lambda F1 plus lambda 2 F3 jusqu'à plus lambda 4 F4, et que vous calculez ensuite U de F en faisant apparaître les conditionnaires, ça marche. Mais en vrai, c'est un peu lourd. Parce que vous allez grosso modo faire les mêmes calculs que ce qu'on a fait là, sauf qu'en plus, vous aurez des lambda 1, 2, 3, 4 et vous prenez partout. Donc, vous n'êtes pas trop gagnant. C'est pas faux, mais c'est pas gagnant. Question d'après, on ne pourrait pas écrire un élément de E. C'est la même chose, je crois. Voilà, donc c'est la même chose, donc même réponse. Ça marche, mais c'est lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? J'attends quelques secondes. On est bon? Ok. Alors, j'enregistre ça.